Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à toutes et à tous. On va peut-être patienter quelques minutes avant de commencer. Ah, merci. Merci Clément de valider que vous m'entendez. On va patienter peut-être encore quelques instants pour attendre le reste des participants. Et voilà. Si vous pouvez poser directement vos questions sur le chat, je tenterai d'y répondre à la fin. Si j'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, je vous invite à me les partager sur l'adresse mail indiquée dans le chat. Voilà. La présentation va durer, je pense, environ 25 minutes, ce qui devrait nous laisser un petit peu de temps pour répondre a priori aux questions à la fin. On va attendre encore un tout petit peu. Donc, je vais peut-être me présenter rapidement. Je me présente, Julie Rivoire, je suis planeuse stratégique au sein de l'agence Oxygène. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler évidemment de podcasts. J'espère que vous aimez les podcasts aussi autant que moi. Encore quelques secondes et je lancerai officiellement l'ouverture du webinaire avec la présentation. Ok. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va commencer par un petit panorama des usages podcast 2019 versus les usages 2020, parce qu'il y a eu pas mal de bousculements et de changements. Puis, on va revenir un peu en arrière pour voir aussi dans quel contexte a fleuri ce nouveau média. On fera un point dans un troisième temps sur ce qu'est véritablement un podcast, qui sont ses utilisateurs et comment les marques communiquent sur ce format. Enfin, dans une dernière étape, on verra quelles sont justement les 6 étapes pour créer son propre podcast. Et on finira sur une session de questions si vous en avez bien évidemment. 2019 versus 2020. Bon, il s'en est passé des choses entre 2019 et 2020. Beaucoup de choses. Il y a eu les grèves, il y a eu le scandale Griveaux, le départ d'Adèle Haenel à la cérémonie des Césars. Et puis surtout, il y a eu la pandémie avec le bousculement qui a bousculé justement, avec le confinement, qui a bousculé justement toutes nos habitudes et notamment nos usages du podcast. Donc si on se rappelle, on repart de 2019, il y a l'émergence déjà d'un nouveau média qui est le podcast, qui est considéré comme une nouvelle pratique assez prometteuse. Et donc, il y a 2 auditeurs de podcasts natifs sur 3 qui n'en écoutaient pas en 2018, mais qui en écoutent donc en 2019. En 2020, ça a encore été bousculé avec le confinement, justement. On a une hausse d'écoute du podcast de 4% pendant le confinement. Ce chiffre, il est important parce qu'il correspond à peu près à un peu plus que la croissance annuelle habituelle en France des auditeurs de podcasts. Donc, il y a près de la moitié des Français qui disent écouter plus de contenu audio qu'avant pendant le confinement, et un Français sur 5 qui en écoute beaucoup plus. Au total, ce sont donc 83% des Français qui écoutent du contenu audio sur le digital. Donc, avec le confinement, on va voir qu'il y a une démocratisation de cette pratique. En fait, le confinement, il va marcher comme un accélérateur de nouvelles habitudes. Il a permis la transformation des usages et l'ancrage de l'écoute du podcast dans le quotidien des Français. Les écoutes audio digitales ont commencé par chuter à l'annonce du confinement. Puis en fait, les Français ont repris cette habitude, alors qu'en fait, beaucoup n'ont plus du tout les horaires d'écoute habituels qui étaient en fait les temps de trajet quotidiens. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre d'une part que les Français tiennent à ces moments d'écoute, d'autre part que le podcast s'inscrit dans le quotidien des Français malgré la disparition des horaires dits rituels dans la journée, comme peuvent l'être justement les trajets quotidiens. Et troisièmement, que c'est un signal fort pour le marché avec un format podcast qui permet en fait de répondre à la demande, aux envies de chacun. Donc il y a une véritable attente de la part des auditeurs auxquels va pouvoir répondre le podcast. Voilà pour le changement lié au confinement. On voit qu'il y a une accélération, en fait, une démocratisation de cette pratique.
Et ça fait de ce format, qui est déjà un nouveau média, un incontournage du paysage médiatique avec lequel il va vraiment falloir jouer. Maintenant qu'on a constaté cela, je pense qu'il est intéressant de revenir un tout petit peu en arrière pour voir dans quel contexte a fleuri ce nouveau média. On va commencer avec une citation de Jacques Attali, issue de Bruit. « Le savoir occidental tente depuis 25 siècles de voir le monde. Il n'a pas compris que le monde ne se regarde pas, il s'entend. Il ne se lit pas, il s'écoute. » Et en fait, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est que Jacques Attali, il oppose deux façons de percevoir le monde. La vue versus oui, le langage visuel versus le langage auditif. Et en fait, depuis quelques années, on entre dans ce que l'on appelle l'économie sonore. Dans un monde où tout est image, la société, elle est déjà en train d'entamer en fait un virage sonore. On passe d'une culture de l'emoji, le langage universel, le langage internet par excellence, comme le sont les mèmes ou les gifs, à une culture de la voix. La voix, c'est la véritable prochaine grande plateforme technologique. Une révolution sonore est déjà en cours et le podcast, il va juste s'intégrer dans cette révolution. Il fait partie de cette révolution, si on veut. Il y a d'autres signaux faibles qui annoncent en fait qu'on passe d'une culture visuelle à une culture sonore, ou en tout cas qu'il y aura la cohabitation de ces deux cultures. On voit qu'il y a les assistants vocaux, les enceintes connectées qui ont fait beaucoup de bruit ces derniers temps, avec Siri, Alexa par exemple. Il y a l'ASMR aussi qui s'inscrit dans une culture du son, une sensualité du son. Les livres audio avec des plateformes comme Audible qui ont vu des pics de pratique aussi et de croissance importantes. Les identités sonores de marque avec par exemple la nouvelle signature sonore de Mastercard, qui est une architecture musicale en 3 temps, dont l'un symbolisera l'acceptation des transactions. On peut même se demander à long terme si l'identité sonore remplacera pas les logos de marque. Il y a aussi la voix comme moteur de recherche, Voice is the new search. Les messages vocaux sur Messenger et WhatsApp qui sont de plus en plus utilisés. Et plus largement, dans la culture, on a des films comme Her de Spike Jonze qui ont aussi marqué un virage où on va accentuer la dimension sonore en parallèle de la dimension esthétique. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est l'émergence des Sound Studies, qui est une nouvelle discipline en France, déjà tout à fait présente outre-Atlantique, qui montre qu'on va donner de plus en plus d'importance au son. Donc voilà, il y a beaucoup de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques qui vont dans le sens de ce virage sonore. Et le podcast s'inscrit en fait dans cet environnement, dans ce bouillonnement de culture et de technologie. À chaque ère, ses enjeux, et j'ai envie de dire même son média de prédilection. Si on repart un peu en arrière, les années 70, c'était le règne de l'affichage. Les années 80, celui de la radio, avec les radios libres, qui a permis une créativité qu'il n'y avait pas auparavant. Clairement, les années 90, c'est la décennie de la télé. 2000, c'est l'arrivée d'Internet et en tout cas une grande partie de sa démocratisation. 2010, c'est le digital avec l'arrivée du social media, du mobile, de la messagerie en ligne, des bots et de l'intelligence artificielle. On va passer d'une culture de la propriété à une culture de l'expérience. Et on va entrer en tout cas dans un ère d'abonnement et de tout à la demande. Et 2020, on peut se poser la question si c'est pas finalement la décennie du podcast avec l'émergence de nouvelles pratiques, qui est le podcast. Et la définition précise du podcast donnée lors de la conférence du Podcast Festival, c'est un programme audio à la demande qui n'a jamais été diffusé à la radio. C'est pour ça qu'on le distingue aussi des écoutes différées, par exemple de programmes radio, comme on peut le trouver aussi beaucoup sur Internet aujourd'hui. Nous, par exemple, chez Oxygène, les podcasts sont naturellement intégrés dans nos stratégies RP. On le considère comme un média à part entière avec lequel il va falloir travailler de la même manière qu'avec un média plus classique comme un journal. Voilà pour le contexte un peu dans lequel a émergé le média, et on va faire un point maintenant sur ce qu'est un podcast, qui sont ses utilisateurs et comment les marques communiquent sur ce format. Alors, le podcast, comme je disais, c'est un nouveau média. Il est en passe de devenir un média ultra puissant, comme c'est déjà aussi le cas outre-Atlantique. En France,
en 2019, on était plus de 4 millions de Français à écouter chaque mois ce format dans une culture dite post-Internet de pratique numérique. Le podcast, c'est un média qui est intéressant parce qu'il s'adresse pas simplement à un monde initié, comme peut l'avoir fait Twitter à sa création, et encore aujourd'hui, mais il a le potentiel d'un média de masse personnalisé. Là où la radio va s'adresser à une masse indéterminée, le podcast, lui, va chuchoter à l'oreille de ses auditeurs. Le portrait robot de l'auditeur de podcast, c'est un jeune urbain curieux et ultra connecté. Il se distingue par ses pratiques culturelles et digitales. Il surconsomme tous les médias et produits culturels, que ce soit la radio, les séries, les livres ou la presse. Il a une attitude d'ouverture générale par rapport au monde. Et il forme, en tout cas, en 2018-2019, il formait un groupe enthousiaste et assez homogène, ce qui est tout à fait normal lorsqu'on découvre une nouvelle pratique culturelle. Il y a un élan d'enthousiasme très fort. Aujourd'hui, post-confinement, je pense qu'on est déjà entré dans une phase de démocratisation beaucoup plus large de l'écoute de podcasts, et ce qui fait qu'on aura peut-être on va dire des usages ou des utilisateurs de podcasts beaucoup plus variés que ce qui était pour 2019. Donc, à quoi il ressemble cet auditeur de podcast? C'est un auditeur plus jeune que la moyenne des Français. 58% des auditeurs ont moins de 35 ans par rapport à la population française. C'est un auditeur souvent étudiant ou cadre. Il y a quand même 29% qui sont des cadres. C'est un auditeur multitâche. 69% des auditeurs font autre chose en écoutant leur podcast. Ils naviguent sur Internet, ils font la cuisine ou leurs tâches ménagères. On l'a vu aussi pendant le confinement, ils l'écoutaient beaucoup pendant leur trajet de quotidien. Donc, il y a aussi ça qui a changé, mais on fait quand même multitâche quand on écoute un podcast. C'est aussi un auditeur qui est plus citadin que la moyenne des Français. 69% vivent dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants par rapport aux 49% de la population qui habite dans ces agglomérations. 90% des auditeurs hebdomadaires considèrent que le podcast est un média à part entière. Donc ça, c'est hyper important parce qu'en fait, il y a vraiment l'idée que ce n'est pas une déclinaison d'un programme radio disponible à la demande, c'est un format nouveau, un média à part entière. Et les trois quarts beaucoup de ces auditeurs sont hyper connectés aux réseaux sociaux. Il y a quand même 81% des auditeurs, 81% des utilisateurs de Twitter qui sont des auditeurs de podcast, et ainsi que 79% des utilisateurs de LinkedIn qui sont aussi des auditeurs de podcast, ce qui va dans le sens aussi du fait qu'il y a 29% de cadres, bien évidemment. Maintenant, si on s'attarde sur quelles sont les spécificités du podcast, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un média d'influence. Il y a des métriques de puissance, il y a des métriques d'économie de masse, et puis il y a des métriques d'influence qui sont parfois plus difficiles à mesurer, mais dont font partie le podcast. Le podcast est d'ailleurs capable de toucher ce que les régies médias appellent les intouchables, ces personnes qui ne regardent pas la télé et n'écoutent pas la radio. Mais surtout, ce qui est intéressant avec le podcast, c'est que c'est un média d'imagination. Avec l'émergence de ce nouveau média, apparaît en fait une nouvelle manière de créer et de raconter des histoires, de se réciter et d'échanger. Comme avec YouTube, il y a une dizaine d'années, le podcast, il offre en fait à une nouvelle génération de créateurs la possibilité de repenser les codes du récit. On va voir de nouveaux storytellers apparaître, de la même manière qu'on a vu des YouTubeurs émerger, des Instagrammeurs émerger, et aujourd'hui des TikTokers. C'est aussi un média d'intimité, comme je disais, là où la radio s'adresse à une masse indéterminée, le podcast lui chuchote à l'oreille de ses auditeurs. Le format permet de se donner du temps, d'apporter de la valeur, ce qui est beaucoup plus intime, et surtout de garder une forme d'authenticité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de marques qui peuvent se targuer de parler de 30 minutes, par exemple avec une audience. Mais c'est ce que permet en fait le podcast. C'est vraiment un moment d'intimité avec une marque. On n'a pas 30 minutes à perdre avec une marque aujourd'hui, et ce format-là offre du temps de qualité, un moment d'écoute à part, une véritable intimité. Et c'est la véritable force aussi de ce nouveau format. Alors, je vais juste checker s'il n'y a pas trop de questions à ce stade, histoire
Voilà. Alors, je vois qu'il y en a quelques-unes. J'essaierai d'y répondre un peu après. Je vais poursuivre donc la présentation et je prendrai le temps de répondre après à vos questions, bien évidemment. On va faire un point un peu sur les meilleures pratiques du podcast. Donc ça, c'est des études faites par Médiamétrie. Donc le format de moins de 30 minutes est celui qui est le plus plébiscité. À noter que les créateurs de podcasts fonctionnent réellement comme... en fait, ils pensent le podcast comme une série télé avec des saisons et des épisodes. Le format interview, conversation sont les formes qui sont les plus appréciées aujourd'hui, suivi des enquêtes et investigations, et conseils tuto. Après, ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est que même si voilà, on a des best practices, tout est encore à imaginer, tout est encore à penser. C'est un terrain de jeu sur lequel en fait il faut s'amuser. Il y a des formats podcasts qui durent 2 heures, et même si c'est celui de 30 minutes qui est le plus publicité, ça n'empêche pas à ces podcasts d'être des grands succès et d'avoir trouvé leur audience. Donc en fait, il faut juste avoir un produit qui soit extrêmement bien pensé et qui soit authentique. Les marques et le podcast. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a 74% des auditeurs de podcasts natifs qui se disent intéressés pour que les marques et les entreprises qu'ils aiment proposent leur propre podcast, à condition bien évidemment de se raconter différemment en étant plus authentique et plus créatif. Il faut respecter les codes du podcast qui sont aussi beaucoup de nouveautés et explorer. On n'est pas là pour écouter une énième publicité ou voir une énième publicité. Ce qu'on recherche quand on est auditeur de podcast, c'est un contenu intéressant, honnête, enthousiasmant, un véritable dialogue ou une confession au choix. Tout est imaginé, mais en tout cas, on n'est pas là pour avoir un message marketing direct. C'est pas ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, pour les marques ou les annonceurs qui seraient intéressés d'aller sur du podcast, il faut vraiment penser à des formats créatifs ou authentiques. On n'est pas là pour faire passer des messages de marque. Ça serait le meilleur moyen de braquer vos auditeurs. Alors, j'aimerais revenir aussi sur le premier à avoir fait ça, donc qui a réussi à trouver son audience en 2015. C'est General Electric avec son podcast fiction en 8 épisodes, The Message. Il y a eu un énorme engouement avec ce podcast qui a tenu en fait en haleine vraiment des millions d'auditeurs. C'est une fiction sonore pour expliquer une technologie médicale basée sur des ondes sonores. L'intrigue était passionnante, il y avait 8 épisodes et ça mettait en scène un reporter et podcasteur fictif qui essayait de décoder des ondes radio extraterrestres enregistrées il y a 70 ans avec l'aide d'une entreprise de cryptologie. Et bref, ça a engendré la mort de quiconque osait l'écouter et ça a été un ensemble transmédia passionnant qui a en fait un peu lancé le coup d'envoi de l'engouement autour du podcast, en tout cas outre-Atlantique. Et c'est à ce stade un des meilleurs exemples de podcast de marque de fiction qui n'a pas encore été dépassé. D'autres marques se sont aussi lancées en France et outre-Atlantique dans le podcast. Il y a la Veuve Clicquot qui, elle, a choisi un angle de pure storytelling de marque avec l'histoire de sa fondatrice, la première businesswoman des temps modernes. Donc ça, c'est un angle super intéressant qui permet aussi de se raconter autrement pour une marque. Il y a la Maison Margiela qui, elle, se positionne comme un véritable inspirateur qui montre sa singularité en racontant aussi le processus créatif de sa maison. Il y a une autre approche qui me semble aussi très intéressante, c'est l'approche de Lancôme qui s'est associée avec un média féminin reconnu qui est Madame Figaro pour en fait raconter et enrichir son territoire de marque qui est autour de la joie de vivre et qui a créé Happiness Therapy qui va interviewer différentes personnes qui ont une approche en fait du bonheur aujourd'hui. Et Guerlain, qui lui a choisi une approche aussi très différente. Guerlain a choisi de monter sa propre plateforme de podcast, l'Olfa Play, pour créer une communauté en fait de passionnés qui se réunissent aussi d'histoires d'odorat. Donc il y a quelque chose d'assez intime, on est dans l'anecdote personnelle qui sont racontées et de temps en temps, Guerlain lui propose aussi ses propres podcasts pour raconter des histoires de parfums. Donc, entre The Message et ces 4 exemples de marques, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités et c'en est qu'une petite partie de tout ce qu'on peut encore imaginer.
Les attentes des audionautes. Donc ça, c'est intéressant, c'est que 70% des auditeurs utilisent le podcast comme source d'information. Donc ça, c'est vraiment lié aussi au contexte Covid, mais reste avant tout un lieu de divertissement pendant cette crise, comme je disais. On a 38% des auditeurs et 49% des jeunes qui recherchent des contenus qui les fassent rire. Et on voit des variations très importantes, évidemment, en fonction des âges et des contenus recherchés, que ce soit des émissions de culture ou des podcasts pour enfants. En tout cas, ce qui est important, c'est que avec le confinement, il y a une démocratisation des pratiques et on voit que les attentes sont très variées. Donc, il y a aussi une place pour à peu près tout le monde en termes de création de contenu, à condition bien évidemment de casser les codes du récit ou de les réinventer. Les podcasts du confinement, en fait, ce qui est intéressant de voir aussi, c'était comment les médias se sont adaptés. Effectivement, on a vu que sans les réseaux sociaux et la télé qui a repris un grand pouvoir, il fallait réinventer la manière de communiquer avec ses audiences. Et il y a beaucoup de médias qui ont choisi le podcast pour parler à leurs audiences pendant le confinement. Il y avait quelque chose d'un peu moins intrusif, le visuel était peut-être aussi source d'angoisse, et c'était intéressant d'avoir cette approche. Donc il y a Le Monde qui a créé le podcast Pandémie. Il y a un podcast comme Génération Do It Yourself qui est déjà un podcast connu, qui fait partie des premiers podcasts à succès, qui lui a décidé de faire une saison, on va dire, dédiée au Covid-19 et comment on pouvait le gérer. Et il y a BFM TV lui, qui a choisi une approche question-réponse pour son podcast. Donc voilà, ça c'est que une toute petite partie des exemples de podcasts qui étaient créés ou adaptés au contexte Covid-19, mais ce qui montre que quand des grands médias basculent aussi sur un nouveau format, c'est qu'il y a quelque chose de très important qui se joue ici. Voilà pour les éléments de ce qu'est le podcast. On va peut-être aller rapidement sur les 6 étapes pour créer son podcast. La première, déjà, c'est de trouver un concept de podcast qui soit singulier, un concept unique. Ça demande de la créativité, de la réflexion et de la singularité. Les questions qu'il faut vraiment vous poser quand vous créez un podcast, c'est pourquoi fais-tu ce podcast, de quel sujet vous allez parler, quel format vous allez privilégier, quel format s'adapte aussi le mieux à votre sujet, quel ton est intéressant, le nom évidemment du podcast est intéressant, l'univers graphique et sonore. Est-ce que vous avez une idée de la durée moyenne que vous voulez par épisode, 10 minutes ou plutôt long comme 1 heure, 2 heures, à quelle fréquence vous souhaitez publier? Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser pour arriver justement au concept unique. Et est-ce que vous allez avoir par exemple une introduction, une conclusion qui se répète d'un épisode à l'autre? Bref, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser pour arriver à construire justement l'univers que vous allez créer. Deuxième étape, c'est enregistrer son podcast. Déjà, il faut bien penser à choisir son environnement, à l'extérieur dans un environnement calme ou à l'intérieur dans une petite pièce. Ça peut avoir de gros impacts sur la qualité du son. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de technique, mais voilà, j'ai quand même... je sais qu'il y a des enjeux au niveau de comment choisir son matériel. Le micro ou pas s'achète. Il y a des différents micros qui peuvent avoir une qualité de son beaucoup plus importante. Le dictaphone, on peut le faire de manière artisanale avec un simple téléphone ou on peut investir dans du matériel qui permettra d'avoir une qualité de son un peu meilleure. Et pareil, les logiciels d'enregistrement, il y a des logiciels libres en open source et notamment il y a Audacity et GarageBand qui sont les plus connus qui permettent d'utiliser, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Je vous invite en fonction de vos budgets, des attentes de qualité, d'aller voir ce qui se fait le mieux et pourquoi pas de demander aussi à des podcasteurs quel est le matériel qu'ils utilisent. La troisième étape pour créer son podcast, évidemment, c'est le montage. Une fois que vous avez fini l'enregistrement, il va falloir effacer les bruits parasites, les blancs inutiles, enlever les les a, les hésitations. Éventuellement ajouter un générique de début et de fin, ce type qui demande en fait beaucoup de travail. Et c'est là où en fait on va vraiment monter, avoir une structure qui se met en place, même si évidemment vous avez déjà pensé à tout ça en amont avant l'enregistrement.
c'est au montage que la structure va prendre une forme définitive et que vous allez aussi trouver votre rythme. Et le rythme et la structure, c'est ce qui font en fait aussi un très bon podcast. La quatrième étape, c'est héberger et diffuser son podcast. Donc, un hébergeur, c'est celui qui va stocker votre podcast. C'est un peu comme sur un site web, on va pouvoir y loger ses épisodes. Et le diffuseur, comme son nom l'indique, c'est celui qui va permettre de diffuser son podcast. Il en existe plusieurs, beaucoup même. Il y a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Il y a énormément en fait de plateformes. Et il y a certains qui font les deux, à la fois hébergeurs et diffuseurs, comme Ocha ou encore. Et c'est ce qui va vous permettre de passer à l'étape 5, la promotion de ce podcast. Aujourd'hui, quand une fois que vous avez hébergé et diffusé votre podcast, on peut l'écouter en ligne, mais le moment, il faut bien savoir. Il y a un moment important où il faut faire connaître et pour que vous trouviez votre auditoire, bien évidemment. Donc, juste pour information, les 3 principaux critères pour être bien référencé sur les plateformes de diffusion, c'est le nombre d'écoutes, le nombre de commentaires et la note attribuée à votre podcast. Vous pouvez bien évidemment, une fois que vous avez des auditeurs, encourager, inciter à laisser des commentaires ou à donner une note pour justement émerger un peu dans la foire à tous ces podcasts. Et pour en fait vous faire connaître, vous pouvez évidemment utiliser des leviers qui sont beaucoup plus classiques, comme les réseaux sociaux, les newsletters, le site web. N'hésitez pas à relayer si vous avez un site web, votre podcast dessus. La chaîne YouTube qui fait partie des réseaux sociaux, Instagram évidemment. Vous pouvez aussi faire des relations presse pour annoncer le lancement de votre podcast. S'il y a un épisode qui s'inscrit aussi dans une actualité chaude, ça peut être intéressant. L'influence, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des relais d'influenceurs ou même du bouche à oreille, puisque ça marche aussi beaucoup comme ça. Voilà, tout est possible en termes de promotion. Et par contre, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger, puisque c'est ce qui vous permettra de trouver votre auditoire. Et enfin, les résultats. C'est un peu compliqué aujourd'hui d'avoir des métriques précises concernant le nombre d'écoutes. D'une part, parce que, comme on a pu le voir, l'écoute est fragmentée. On va avoir hébergé son podcast sur une plateforme, mais elle va être diffusée sur beaucoup d'autres. Donc, ce qui fait qu'on a aussi un auditoire qui est fragmenté. Donc, c'est assez compliqué d'avoir des métriques globaux, on va dire, quand on a des diffuseurs qui sont très nombreux qui existent. Et d'autre part, parce que c'est aussi un nouveau média qui est en train de trouver sa voie et que la monétisation n'était pas le but premier, c'est encore très artisanal. C'est aussi pour ça qu'il y a des cartes à jouer. Et c'est pour ça que en ce moment, les régies, elles sont en train de penser à des moyens en fait de pouvoir mesurer évidemment les résultats. Mais c'est un travail qui est en cours. C'est aussi un pari sur l'avenir, même s'il n'y a pas de KPIs qui sont précis à ce stade. On peut quand même savoir à peu près combien d'écoutes on a, même s'il y a 1000 plateformes différentes. Et c'est en fait le moment de se lancer. C'est le YouTube un peu avant qu'il soit connu ou trop connu. Et les KPIs, en fait, vont suivre, même si ce qui reste la force, comme je disais, dans ce qui distingue le podcast des autres médias, c'est que c'est un média d'intimité et d'imagination qui permet d'avoir une relation beaucoup plus forte avec son auditoire. Voilà pour la présentation et les questions que vous m'avez posées. Alors, il y a quelques questions. N'hésitez pas à en reposer. Alors, on me demandait quels sont les podcasts préférés et ceux que vous trouvez le plus inspirants en termes de contenu de marque. Alors, je vous ai mis déjà un petit peu les podcasts qui me semblent vraiment intéressants. Donc voilà, je découvre aussi un peu la plateforme de live. Donc les podcasts que je trouve les plus intéressants, il y a ce Message qui reste une best practice que je trouve incroyable. Je trouve que l'approche aussi de Happiness Therapy est très maligne, puisqu'elle donne la parole à d'autres personnes tout en cultivant aussi ce territoire autour de la joie. Et donc il y a à la fois une approche classique du podcast avec des experts, et en même temps il y a quelque chose qui nourrit au fil des épisodes autour de la joie que je trouve vraiment très très maligne. Et c'est une bonne manière, à mon avis, de
de parler sans trop parler de soi, ce qui est aussi souvent le défaut des marques et des annonceurs, c'est d'avoir envie de parler de soi. Et si on parle de soi, il faut que ça soit de manière très créative, comme a pu le faire notamment la maison Margiela ou je vous ai perdu la Veuve Clicquot. Voilà. Alors, une autre question. Alors, sur comment créer un podcast de marque, comment de prédicter ses consos, je pense avoir répondu à peu près à ces questions, notamment donc sur les différentes étapes. Après, comment rendre utile auprès de ses consommateurs. Je pense que l'utilité tout dépend en fait de la question que vous avez identifiée. Moi, mon parti pris, ça serait si vous faites un podcast de marque qui veut parler de vous, il faut vraiment aller dans, pourquoi pas, des formats complètement inédits, que ce soit de la fiction, travailler pourquoi pas un scénariste, puisqu'il y a des vraies possibilités. Sinon, si vous allez sur des thématiques, donnez la parole aux experts. Vous avez une expertise, vous pouvez participer à ce podcast, bien évidemment, mais vous ne devez pas être le seul à parler. Ça doit être un dialogue ou un échange. Voilà, alors je pense avoir répondu à la question d'Emma sur comment diffuser son podcast de marque, le faire connaître à son lancement. Alors, est-il préférable de teaser le lancement d'un podcast de marque ou donc on serait commencer à communiquer en masse sur ceci une fois publié quelques épisodes? Je pense que les deux approches sont bonnes. Teaser le lancement, ça permet aussi de créer une attente, de susciter le désir, et pourquoi pas aussi d'avoir des feedbacks si vous mobilisez votre communauté, si vous avez déjà une communauté, pour voir aussi ce qui les intéresse, et est-ce qu'il y a une appétence particulière pour votre sujet. Et une fois que vous avez officiellement hébergé et commencé la diffusion de votre podcast, là, effectivement, il faut marteler sur tout ce que vous pouvez comme plateforme pour trouver votre audience et aussi avoir des écoutes. Alors, est-ce qu'on a l'habitude chez Oxygène de proposer de la sponsorisation de podcasts déjà existants en rapport avec les marques? Nous, on ne fait pas réellement de sponsoring, même si c'est une approche qu'on trouve intéressante. On va plutôt travailler le podcast comme un média à part entière, comme je disais, de la même manière qu'on ira peut-être pitcher un journaliste pour un sujet, on ira aussi pitcher un podcasteur pour voir, évidemment, s'il y a du lien avec son approche, son sujet de podcast, pour voir s'il n'y a pas possibilité d'en parler différemment. Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans le podcast, c'est cette approche aussi un peu délinéarisée, où on peut avoir des dialogues beaucoup plus transparents, honnêtes, où on sent parfois plus de chaleur humaine que dans un média classique. Alors, je crois que j'ai répondu à peu près toutes les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, les plateformes d'hébergement qui existent, je peux en reparler. J'avais cité, donc il y a Ocha qui fait les deux. Diffuseur, après, il y a Podcast Addict, Magellan. Peut-être, si vous voulez, je pourrais vous les noter. Ce sera peut-être plus pratique. Alors, laissez-moi 2 petites secondes et je vous les ajoute. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Peut-être. J'ai fait ça assez rapidement au final. Donc, pour Carole, il y a Apple Podcast. Podcast Addict. Spotify, SoundCloud, il y en a vraiment beaucoup. C'est tous ceux qui permettent d'écouter. Deezer, vous avez Google Podcast, voilà, ils ont quasiment tous il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a aussi des plateformes, j'ai plus en tête, je crois que c'est Ocha, et qui vous diffusent sur tous les diffuseurs possibles. Voilà. Écoutez, si vous avez plus d'autres questions, je vous remercie déjà pour votre temps et votre attention. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, à m'envoyer un mail. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.